Quelques jours après la Tabaski, Bamako peine à reprendre son souffle. Entre retour progressif à la normalité et fatigue post-festivité, la capitale semble encore en mode pause. L'installation de panneaux solaires dans plusieurs centres de santé communautaires a changé le quotidien du personnel soignant. Cette initiative gouvernementale renforce l'accès à une électricité fiable, essentielle pour la continuité des soins. Face à la montée des attaques terroristes, plusieurs régions ont instauré des couvre-feux, une décision sécuritaire qui impacte le quotidien des populations. Mesdames et messieurs, bonsoir. La fièvre de la fête est retombée, laissant place à un calme presque pesant. Dans la capitale, les commerces rouvrent lentement et les rues retrouvent peu à peu leur animation habituelle. Les ateliers de couture, autrefois en pleine effervescence à l'approche de la Tabaski, tournent désormais au ralenti. Entre fermeture temporaire et reprise progressive, Bamako sort doucement de sa parenthèse festive. Le reportage est signé Djeneba Samaki. Après la Tabaski, les marchés de Bamako présentent un aspect différent. Pendant que de nombreux commerçants choisissent de fermer leurs boutiques, laissant les marchés moins animés, d'autres, tentant d'écouler leurs marchandises, ouvrent leurs boutiques et magasins le matin avant de rentrer à la mi-journée pour se reposer. Ils déplorent une affluence morose. Samandra selga soga bon sans suwa suma donné quoi nga donné on migala alhamdulillah quoi parce que ama chojo ko mandari me soro quoi bon selite mané na on nyabala subute parce que malé fama tara seliga la village là sugu suma ale no wakati na bon boutique daele wajibi parce que mo mi blangoro be mo mi mbulo wajibi ni dobi ko soko nayno ibi to soko no ko du folo ni blangoro ti bulo ye mi soro kala seli musaka e bitan nan so ngino yima wajibi ko re am boku en wati na nyonde kelen sa ko ni garaje ga do ko kelo maraji kala na nyono be de ngi be bulu me ka ko sagi bi son ci wala siltu na na suma don sa marché jumu kala de mo ta su ko no ko na soro ko sel nyawor la do ite sega ni tan soro ni do me goshi ma ça don. Les ateliers de couture qui avaient connu une période d'activité intense avant la fête reviennent à un rythme plus modeste. Certains tailleurs se retrouvent avec un surplus de commandes à finaliser, tandis que d'autres font face à une baisse d'activité selon la dynamique de la demande et la nature de leur clientèle. Moi, j'ai ouvrier. Bon, j'ai passé toute la journée d'hier à travailler. Également aujourd'hui. Bon, pour le moment, il n'y a pas de nouveau. Il y a un seul client qui est venu d'abord comme nouveau. Sinon, pour le moment, les anciens habits qui étaient là, c'est ce qu'on est en train de faire. Les transports publics et les taxis retrouvent leur fréquentation habituelle et les habitants peuvent circuler plus facilement. La capitale reprend progressivement son rythme normal avec les retours des commerçants et des habitants dans leurs quartiers respectifs. Les rues, généralement désertées pendant la fête, se remplissent peu à peu. Au Mali, la recrudescence des attaques terroristes entre la fin mai et le mois de juin a poussé plusieurs autorités régionales à instaurer des couvre-feux, une mesure sécuritaire destinée à protéger les populations, mais qui n'est pas sans répercussions sur la vie quotidienne. Le point avec Assetoumani Koulibaly. Ségou, Djoïla, Sikasso, Tombouctou, Gao. Une bonne partie du territoire national vit actuellement au rythme des couvre-feux instaurés par les autorités régionales. À Tombouctou, le couvre-feu est en place depuis le 2 juin 2025, de 21h à 6h du matin, en réponse à la double attaque contre le camp militaire et l'aéroport. Le cercle de Gourmand-Rarousse est également concerné. Honnêtement, il faut dire que le couvre-feu, ça joue énormément sur la population, surtout les activités régénératrices la nuit. Par exemple, les restaurateurs, les boutiquiers sont un peu affectés la nuit. Parce que il faut le dire aussi, c'est pendant cette période qu'il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de personnes sortent pendant ces heures-là pour aller chercher quelques besoins. Franchement, la population vit ça avec beaucoup d'inquiétude, mais elle est résiliente. Elle comprend aussi que c'est pour la sécurité. Le 5 juin, à Ségou,
Une décision similaire a été prise. Contacté, M. Bouraïma Angoïba, directeur du cabinet du gouverneur, nous a souligné qu'elle avait pour objectif de permettre à l'armée de mener plus facilement et efficacement ses opérations afin de garantir la protection des populations et de leurs biens. À Sikasso, selon notre interlocuteur, la décision est suivie, mais elle n'est pas sans conséquences, notamment pour les travailleurs comme les chauffeurs de taxi, cités en exemple. Surtout parler des taximans, des mototaximans, peuvent voir un peu leur marché réduit. Parce que eux, généralement, circulent à des heures tardives avec l'intention de faire plus de recettes. Donc, ça peut peut-être jouer sur eux. Et les gens s'inquiétaient, mais à la pratique, on voit que la population s'est vite adaptée et l'habitude s'est installée. Et du coup, ce n'est plus un problème de respecter cette décision. À Gao, la décision est également respectée, bien qu'elle impacte fortement les travailleurs nocturnes qui n'ont d'autre choix que de s'en tenir au communiqué. Dans cette région, l'électricité n'est généralement disponible qu'en soirée, après toute une journée sans courant. Par exemple, les soudeurs et autres ont besoin de l'électricité parce qu'en général, ils ne l'ont pas le matin. Donc, ça vient souvent à partir de 20 h. Et si on leur demande de fermer à 22 h, ça peut poser problème pour des catégories. Il y a des catégories de travailleurs quand même qui sont vraiment annexés par ce temps de 22 h à 6 h du matin. Parce qu'en ce moment-là, il y a beaucoup à Gao qui reçoivent l'électricité à partir de 20 h. Donc, c'est comme si toute la matinée, ils ne font rien. Les soudeurs, par exemple. Épargné depuis longtemps, Joïla a également rejoint le mouvement. Un couvre-feu d'un mois y a été instauré depuis le 4 juin. À noter que ces couvre-feux s'inscrivent dans les efforts des autorités pour assurer une protection efficace et garantie aux populations. À Bamako, plusieurs centres de santé communautaires ont vu leur quotidien transformé grâce à l'installation de panneaux solaires par les gouvernements. Une initiative à fort impact qui améliore concrètement la qualité de la prise en charge des patients, surtout dans les zones défavorisées. Ibrahim Babi nous en dit davantage. Dans les quartiers périphériques de Bamako où les coupures d'électricité étaient autrefois fréquentes, les cris de nouveau-nés résonnent désormais dans les salles bien éclairées, même au cœur de la nuit. C'est dans le quartier de Badjalan que nos caméras ont porté le focus sur une transformation rendue possible par une initiative gouvernementale d'électrification solaire de plusieurs centres de santé communautaires, CESCOM en acronyme. Avant l'arrivée des panneaux solaires, les agents de santé de ces structures de proximité devaient composer avec des moyens rudimentaires. On rencontrait beaucoup de difficultés au niveau du centre. Par rapport au niveau de la médecine, on ne pouvait pas faire les analyses sanguines parce qu'il n'y avait pas de courant. Et au niveau de la médecine, de la maternité, les sages-femmes faisaient leur accouchement avec leur téléphone portable. On avait d'énormes difficultés à réaliser nos travaux ici. Installés dans le cadre d'un programme de transition énergétique piloté par le ministère de la Santé, les panneaux solaires garantissent désormais une alimentation électrique continue pour les équipements médicaux, les chambres d'hospitalisation et les salles d'accouchement. Ça nous a donné beaucoup d'influence aussi des accouchements. Parce que s'il y a coupure au niveau du CESCOM, les dames sautaient sur nous pour aller au CCRF, niveau CCRF. Maintenant qu'on a eu des panneaux solaires, même en cas de coupure, il y a l'électricité, il y a de la lumière partout. Les dames viennent, on fait beaucoup d'accouchements maintenant. Pour l'heure, les effets sont visibles avec, entre autres, une baisse de complications lors des accouchements, une meilleure gestion des urgences nocturnes, une augmentation du nombre de consultations et de vaccinations. Il y a eu une amélioration, vu que pendant la nuit, c'est l'obscurité, et avec les coupures, ce n'était pas trop aisé aussi. Ça nous aide beaucoup dans la prise en charge des urgences, vu que quand on prend en charge les urgences avec de la lumière, avec la lumière solaire, bien sûr, c'est différent de les prendre en charge avec la lumière des téléphones ou bien des lampes solaires. Alors que les premières installations ont démontré leur efficacité, les regards se tournent désormais vers une extension du programme dans tout Bamako, voire dans d'autres régions. Tout est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement pour cette transition énergétique durable.
Actualité hors de nos frontières, le Rwanda décide de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur fond de conflit entre Kinshasa et Kigali après le refus de l'organisation de lui céder la présidence tournante. Aminata Keita. C'est en dénonçant une instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au profit de la République démocratique du Congo que le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation régionale. La République démocratique du Congo voit dans ce retrait une manœuvre politique destinée à échapper aux exigences de redevabilité dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est congolais. En effet, depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre Kigali et Kinshasa en raison du soutien présumé du Rwanda au M23, groupe armé qui sème la terreur dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis près d'une décennie. Par ailleurs, selon des experts de l'ONU avec le soutien militaire rwandais, les combattants du M23 ont réalisé des avancées rapides dans l'est de la RDC depuis janvier, s'emparant des villes clés et de vastes territoires dans les affrontements qui ont fait des milliers de morts. Samedi, Kigali devait prendre la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale lors de la 26e session ordinaire de celle-ci. Mais la conférence des chefs d'État et de gouvernement a plutôt décidé de prolonger d'une année supplémentaire le mandat du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à la tête de l'organisation en raison de l'opposition de la RDC et du Burundi. En outre, la conférence a chargé son Excellence Obiang Nguema Mbasogo de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir l'implication de la CRC dans toutes les initiatives en cours consacrées à la résolution de la crise en RDC et dans les Grands Lacs. Une décision qui a provoqué la colère du Rwanda qui a déploré une dérive de la CEAC où le droit du Rwanda à la présidence rotative a été délibérément ignoré pour imposer selon lui le diktat de la RDC. Par conséquent, le Rwanda ne voit aucune raison de maintenir son appartenance à une organisation dont le fonctionnement est désormais contraire à ses principes et à son utilité. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Oliver Nduhungirehe, a lui dénoncé, je cite, « Il est incroyable et inacceptable de constater qu'alors que les efforts diplomatiques sont en cours entre Kigali et Kinshasa, la RDC continue de se plaindre dans toutes les organisations régionales et internationales en accusant le Rwanda de ses propres turpitudes, sans parler de réclamer des sanctions. » Fin de citation. Dans un communiqué parvenu à APA, le gouvernement congolais alerte sur les comportements qui sapent la stabilité régionale et le respect intégral des traités. Le Congo rappelle que la persistance de l'agression sur son territoire attribuée aux forces armées rwandaises est contraire à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige leur retrait immédiat. Une partie de la communauté internationale, notamment la Belgique, ancienne puissance coloniale en RDC et au Rwanda, critique ouvertement Kigali pour son appui au M23. À noter également que la conférence a aussi décidé de lancer la zone de libre-échange de la communauté le 30 août 2025. Direction le Burkina Faso voisin, enlevé le 30 avril 2025 par des forces de sécurité. Abdulaziz Congo, frère du roi de Moussi, a été libéré dans la nuit du 5 au 6 juin. Détenu dans un lieu tenu secret pendant 37 jours, il a pu regagner son domicile et subir des examens médicaux confirmant son bon état de santé. Aucune explication officielle n'a été donnée sur les raisons de son arrestation, mais certains y voient un moyen de pression sur le palais Moussi après le refus du Mogonaba de s'impliquer dans une médiation au sein de l'armée. Si les circonstances de sa libération restent floues, la nouvelle soulage profondément ses proches. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.